Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de Du miel dans des oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va aborder une thématique que vous m'avez énormément réclamée, évidemment, au vu du contenu que je propose déjà régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc on va parler de confiance en soi, de self-love, d'amour de soi-même. Ce sera sûrement en plusieurs épisodes parce que j'ai vraiment énormément à dire et je préfère vous faire plusieurs petites parties que vous faire un podcast de 3 heures qui est inécoutable et pas très bien construit. Je n'ai pas envie aujourd'hui de faire un épisode trop scripté, mais j'ai juste envie de parler. Donc je vais vous exprimer déjà plusieurs points que j'ai quand même écrits et ensuite je vais tout simplement répondre à des questions qu'on m'a posées sur Instagram. Donc j'ai sélectionné 4 questions pour aujourd'hui et si c'est un format qui vous plaît, et ben régulièrement je vous posterai des boîtes à questions sur Instagram dans lesquelles vous pourrez me poser vos questions en lien avec l'épisode de podcast à venir et j'y répondrai pendant le podcast. Évidemment, tout est anonyme, donc je ne vais pas citer de nom ni rien, c'est juste pour viser juste être précis sur ce que vous me réclamez, enfin pas ce que vous me réclamez, mais ce que vous avez envie d'entendre tout simplement. Avant toute chose, j'aimerais débunker 2 termes qui sont fréquemment utilisés quand on parle de self-love, de body positive, etc. Que je ne vais pas utiliser, que je ne veux pas utiliser et que je vous invite à arrêter d'utiliser. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les mots que vous utilisez, que ce soit pour parler de vous ou pour parler des autres, votre inconscient, votre subconscient les entend et les interprète d'une certaine manière. Donc il faut vraiment faire attention à la manière dont on se parle et dont on parle des autres. Donc pour commencer, je ne parlerai pas de s'assumer. S'assumer, c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais comment tu fais pour t'assumer ? J'aimerais beaucoup m'assumer comme toi. En fait, je vous arrête tout de suite, il n'y a rien à assumer. Parce que derrière cette expression qui a été rendue hyper banale, il y a un fond très négatif. Assumer, c'est quelque chose de lourd, de dur, voire même de honteux. Par exemple, je peux assumer d'avoir volé dans un magasin, je peux assumer de t'avoir fait du mal, je peux assumer d'avoir fait une bêtise ou d'avoir menti à un ami. Je peux aussi assumer des responsabilités auxquelles je ne peux pas déroger. Je ne sais pas, moi, je vais assumer mon rôle au travail ou que sais-je. Mais en fait, votre corps, il a rien de honteux ou de punissable. Donc vous n'avez pas à assumer votre corps. Vous n'avez pas à assumer votre physique et la vie que vous avez avec votre corps. Donc voilà, on ne parlera pas d'assumer parce que je pense que le subconscient est très important dans la confiance en soi et dans l'amour de soi. Et que quand on se parle avec des mots négatifs, ça n'aide pas. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose à assumer chez vous, qu'il faut assumer votre corps, je pense que c'est très lourd et que vous partez déjà un peu avec un gros poids accroché à la cheville. Vous partez déjà dans le négatif, dans le « je dois apprendre à assumer quelque chose ». Non, tu peux apprendre à aimer ton corps, tu peux apprendre à être en paix avec ton corps, tu peux apprendre à changer le regard que tu portes sur toi, mais moi je ne t'apprendrai jamais à t'assumer, parce qu'encore une fois, tu n'as rien à assumer. Dans le même style, je ne vais pas utiliser de phrases qui parlent d'oser. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent, le verbe oser. Très fréquemment sur mes vidéos, j'aimerais tellement oser comme toi, moi je n'oserais pas. Et en fait, ça a aussi un fond très négatif, je pense, parce que oser, c'est quelque chose de risqué, de grave, peut-être de dangereux, genre, est-ce que je vais oser sauter en parachute ? Tu vois, il y a un risque. Oser sortir avec une tenue rose, il n'y a pas de risque en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important et je pense que je vous le rappellerai à chaque fois. Parce que moi ça m'a fait énormément de bien, donc je fais une petite parenthèse. À l'époque où j'étais suivie par ma psy, qui m'a fait énormément de bien, vraiment, je pense qu'elle m'a sauvé la vie en quelque sorte. Mais ça c'est pareil, si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Elle m'avait posé une question une fois qui était très pertinente. Elle m'a dit, mais quel est le risque ? Et en fait, il n'y en a pas. On se rend compte quand on se pose cette question sérieusement qu'il n'y a pas de risque. Quand bien même, parce que souvent quand on parle de oser, on parle de oser sortir en maillot de bain, aller à la plage, mettre une robe moulante. Qu'est-ce que tu risques ? Et pose-toi cette question sérieusement et analyse les réponses que tu te donnes. Donc il y a 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui vont me dire rien, parce qu'ils admettent qu'effectivement il n'y a aucun risque. Et il y a beaucoup de gens qui vont me parler du regard des autres, mais ça on reviendra là-dessus plus tard. Mais cette question, quel est le risque ? Vous pouvez l'appliquer à énormément de choses dans votre vie quotidienne. Et un risque, un vrai risque, c'est quelque chose qui va t'atteindre directement physiquement, tu vois. Est-ce qu'il y a un risque à sauter en parachute ? Oui, tu risques de te casser la jambe. Est-ce qu'il y a un risque à mettre un string à la plage ? Non.
physiquement, il n'y a pas de risque. Donc voilà, je trouve que cette question, quel est le risque, elle rejoint assez bien le fait que je ne veuille pas utiliser le terme oser, parce que pour moi, oser, c'est lié à un risque. Et être soi-même, aimer son corps et être public, profiter de la sphère publique avec ton corps, ça ne présente pas de risque, donc il n'y a rien à oser. Votre corps, c'est quelque chose qui est hyper banal, je veux dire, c'est quelque chose avec lequel vous vivez depuis que vous êtes né. Votre corps, c'est quelque chose qui change tous les jours de votre vie, qui changera toujours. Et c'est banal en fait, ça fait partie de vous. Votre corps, il est aussi banal que le corps de n'importe qui. Il faut vraiment vous rendre compte que votre corps, il est aussi banal que la pluie ou la terre dans un champ, quoi. Il n'y a rien d'anormal chez vous. Et quand bien même vous pensez ne pas rentrer dans des standards de beauté, on s'en fout, parce que les standards de beauté, ils sont valables sur une période précise, sur un lieu précis, sur une catégorie sociale précise, mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est-à-dire qu'à une époque, fallait absolument avoir le teint hyper blanc, les femmes se maquillaient avec des produits hyper toxiques pour elles, juste pour avoir le teint hyper blanc. Et aujourd'hui, on se bagarre, il y a des femmes qui se maquillent le teint avec des produits hyper toxiques pour avoir l'air hyper bronzé. Donc en fait, si vous ne collez pas aux standards de beauté actuels, on s'en fout. Parce que les standards de beauté, ils changent, les standards de beauté, ils évoluent. En fonction de où vous vous placez sur le globe, de où vous vous placez par rapport à toutes les cultures qui existent dans le monde, et de où vous vous placez sur une frise chronologique, les standards de beauté ne veulent plus rien dire. Donc on va juste faire comme si les standards de beauté n'existaient pas. Il n'y a pas de standard. La seule chose qui est standard et banale, c'est votre corps dans votre vie. C'est le truc le plus banal que vous ayez. Maintenant, je vais arrêter de divaguer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire est-ce que vous aimez le fait que je divague un petit peu ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose de vraiment très construit parce que j'ai envie de faire quelque chose qui vous plaît et de faire quelque chose qui soit agréable à écouter tout en restant authentique parce que vous le savez, moi l'authenticité c'est très important pour moi. Donc voilà, mais je prends quand même vos retours avec une grande attention parce que je veux pas plaire à tout le monde, non pas du tout, mais je veux que ce soit un plaisir à écouter, que ce soit utile et que ça vous fasse du bien. Donc s'il y a des choses à changer, à modifier ou à mettre en place pour que ce soit plus percutant pour vous, dites-le moi. Bien, maintenant je vais donc répondre aux 4 questions qui m'ont été posées sur Instagram. Plus de script ou d'écriture, juste un peu de miel dans tes oreilles. Question numéro 1. Quel a été le déclic pour ne plus te soucier du regard des autres ? Alors encore une fois, le regard des autres, c'est quelque chose qui revient très souvent. Le regard des autres, j'en dédierai un podcast entier parce que c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre. Le regard des autres, c'est vraiment le truc qui paralyse le plus. Et c'est vraiment important que j'en parle parce qu'en fait, la réponse, elle est très simple. Le regard des autres, il n'existe pas. Donc je détaillerai dans un autre podcast, dans un autre épisode, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pour répondre à cette question, quel a été le déclic pour ne plus te soucier du regard des autres ? Je pense que je ne me suis jamais beaucoup souciée du regard des autres. Alors si, sûrement quand j'étais au collège, quand j'étais en 6e ou en 5e, faut savoir que je me faisais embêter, parce que je me faisais pas harceler. Je me faisais embêter sur mon poids, parce que j'étais soi-disant grosse, je ne l'étais pas, hein, concrètement. C'est là qu'on voit encore une fois que les standards changent selon les époques, parce qu'en 2012, j'étais cataloguée comme la meuf grosse, alors que je l'étais pas du tout. C'est juste qu'à cette époque-là, il fallait être extrêmement mince, et peut-être que j'étais un peu en avance sur mon âge, donc j'étais bien formée, j'avais déjà des seins, j'avais déjà des hanches, j'avais peut-être un corps qui se féminisait plus vite que le corps des autres filles de mon âge, donc j'étais la grosse. Ça me posait pas énormément de problèmes, on m'embêtait un petit peu, mais j'avais des amis, voilà, j'avais des potes, ça se passait bien, je tombais amoureuse tous les 4 matins d'un autre mec de ma classe, j'ai pas été trop embêtée. Et ensuite j'ai déménagé à Metz et je me suis très vite fait des amis et j'ai très vite rencontré mon premier copain. Donc là aussi ça a été une longue histoire qui je pense a beaucoup forgé et mon caractère et mon physique. Mais du coup je me suis jamais trop embêtée du regard des autres. Voilà, j'ai commencé à travailler dans la restauration. Donc forcément c'est un métier où tu es en contact direct avec la clientèle, où tu sers un petit peu de vitrine aussi. Mais j'acceptais, enfin voilà, j'étais la grosse et c'était ok, c'était pas... J'ai eu un profond mal-être avec mon corps, mais c'était vraiment vis-à-vis de moi-même. J'ai pas eu un profond mal-être à cause des autres.
J'ai pas vécu trop de harcèlement, d'insultes, etc. J'ai beaucoup vécu de grossophobie à la maison, mais c'était pas le regard des autres parce que c'était le regard de mes proches. Et ça, évidemment, j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire parce qu'on a toujours du mal à se défaire du regard de nos proches. C'est un peu celui qui est le plus important, entre guillemets. Par contre, j'ai eu le déclic d'arrêter de me faire la guerre. Donc je réponds pas exactement à la question, mais j'ai eu le déclic de c'est bon, j'arrête, ça sert à rien. Faut savoir que j'ai bataillé, donc ça c'est pareil, si vous voulez que je vous fasse un épisode sur mon rapport à mon corps, mon rapport à mon poids et à mon obésité, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais aussi en parler pendant longtemps. Donc en fait j'étais grosse et j'ai essayé des régimes, etc. Comme tout le monde, j'étais complexée par mon corps, blablabla. J'avais quoi, 16, 17 ans, 17 ans je pense. Et j'étais au travail, donc je bossais dans un resto en extra. Et je parlais avec une collègue plus âgée que moi, euh, que j'adore. et, euh, et je portais une robe ce jour-là. Et je sais pas, en parlant avec elle, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elle a dit quelque chose qui a vraiment fait déclic. Parce qu'elle me l'a dit d'une manière hyper basique. Je crois qu'elle a juste complimenté ma robe. Elle m'a juste dit que j'étais belle dans cette robe et que ça m'allait bien. Mais en fait, ça a fait un déclic de fou parce que je devais être en train de manger une salade, parce qu'il fallait que je mange un truc un peu healthy et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais grandi en voyant ma mère faire des régimes, en voyant mes grands-mères faire des régimes. Et je me disais, putain, enfin, je me suis dit littéralement ce jour-là, je l'ai encore en mémoire, je me suis dit, putain, j'ai 17 piges et je commence déjà à faire la guerre à mon corps et à mon alimentation comme les femmes adultes que j'ai connues et que j'ai vues galérer pendant des années pour n'avoir aucun résultat. Et je me suis dit, c'est simple, Gabrielle, t'as deux choix. Soit tu continues à détester ton corps et ton alimentation et à te faire du mal dans l'alimentation et dans la gestion de ton corps pour espérer maigrir, soit juste tu vis comme une ado de 17 piges. Et je me suis dit, bah ok, bah je vais juste vivre comme une ado de 17 piges en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste arrêté de peser les grammes de pâtes, arrêté de peser les grammes de camembert. Euh, je me suis juste dit, si je dois grossir, je grossirai, parce que de toute façon, avec le diagnostic de la maladie d'Hashimoto, avec ce qui s'est passé avant, j'ai bien compris que de toute façon, quoi que je fasse, ça ne changerait rien. Donc j'ai juste lâché prise. J'ai dit, bah ok. Franchement, vulgairement, hein, bah nique sa mère. Tant pis. C'est quoi soit je me déteste, je me bagarre toute ma vie contre moi pour espérer perdre 300 grammes tous les 6 mois, soit je fais ma life et je suis heureuse, quoi. Et ça a été un déclic vraiment hyper fort. Et ça m'a fait énormément de bien. Et je m'en souviens comme si c'était hier. J'en ai eu deux, trois des déclics comme ça. Et je pense que ça a tout changé. Et que ça a vraiment amorcé ma prise de confiance en moi. Ça a été mais je veux pas refaire les mêmes erreurs. Je veux pas me haïr toute ma vie. Je veux pas haïr mon corps jusqu'à ce qu'éventuellement il ressemble à ce qu'on attend de lui. Tant pis. Je vais aimer mon corps. Je vais accompagner mon corps. Et puis advienne que pourra. Et le fait est que ça a été très efficace parce que depuis ce jour, j'ai appris à m'aimer et putain, qu'est-ce que je suis heureuse en m'aimant. Ensuite, on m'a posé une question qui est un peu touchy, je sais pas forcément comment y répondre. On me demande comment réussir à se pardonner d'avoir ruiné son corps, poids et cicatrices pour moi, je me hais. Je pense pas qu'avoir des cicatrices ou avoir un certain poids, ce soit ruiner son corps. Euh, je pense pas qu'on puisse ruiner son corps. En fait, ton corps, c'est ton véhicule. Tu l'auras pour toujours avec toi, tu peux pas en changer et il va forcément évoluer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu auras des cicatrices, mais tout le monde a des cicatrices, peu importe d'où viennent les cicatrices. Que ce soit des cicatrices d'enfance, des cicatrices que tu t'es infligées, des cicatrices de vergéture et compagnie, d'opération. Des cicatrices, tout le monde en a. Personne aujourd'hui, à l'âge adulte, et je vais même te dire passé 12 ans, n'a aucune cicatrice. Ça n'existe pas. Donc je pense pas qu'avoir des cicatrices, ce soit ruiner son corps. Moi-même, j'ai des cicatrices d'automutilation, j'ai des vergetures, etc. Je pense pas avoir ruiné mon corps, je pense pas avoir abîmé mon corps. Alors je me suis fait du mal, oui, mais est-ce que pour autant j'ai ruiné mon véhicule? Je ne pense pas. Et encore une fois, le choix des mots est hyper important parce que le terme ruiner, c'est tellement fort, c'est tellement lourd, c'est tellement grave. Ruiner, c'est tellement définitif, c'est tellement... ouais, ruiner, quoi. C'est hyper hard. Et je pense pas qu'on puisse ruiner son corps.
c'est quelque chose qui va beaucoup être utilisé quand on parle notamment de toxicomanie, d'alcoolisme, etc. De dire t'as ruiné ton corps avec la drogue. T'as évolué avec ton corps. T'as peut-être pas évolué du bon côté. T'as peut-être évolué en descendant. T'as peut-être évolué en te faisant du mal. Mais en attendant, ton corps, il est toujours là. Il est peut-être pas en aussi bon état qu'au départ, parce que rien ne sera jamais en aussi bon état qu'au départ. Mais ton corps, il est toujours là. Ton corps, il est toujours habité. Donc ton corps n'a pas été ruiné. Il n'est pas à la casse, ton corps. Donc je pense pas qu'il faille se pardonner d'avoir ruiné son corps. Je pense qu'il faut accepter le fait que t'as rien ruiné du tout, en fait. Je sais pas si ça t'aide, parce que j'avoue que c'est pas du tout une question à laquelle je m'attendais. Et c'est peut-être une question à laquelle je sais pas répondre. Mais dans ce cas-là, si jamais tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message, surtout pour qu'on en discute. Mais je pense que ruiner, c'est vraiment pas un terme à utiliser pour parler de soi-même, pour parler de son corps ou de l'impact qu'on a eu dessus. Je pense que c'est hyper violent et hyper culpabilisant. Et quand on veut aimer son corps, il n'y a vraiment pas de place pour la culpabilité, je pense, parce que, encore une fois, c'est s'en vouloir, c'est se détester, c'est se reprocher des choses, et c'est tellement lourd d'avoir ce genre de sentiment envers soi-même. Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, mais n'hésite pas à m'envoyer un message. Et toutes les personnes qui écoutent le podcast, d'ailleurs, hein, la dernière fois, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour réagir au podcast. Je vous en remercie grandement, parce que ces sujets, je les aborde du coup en solo, là, devant mon ordi, devant mon micro. Mais je serais ravie d'avoir votre avis, d'échanger avec vous et de les aborder avec vous par message privé, ou si vous voulez, on en reparle en live, un de ces quatre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me faire un retour de ce que vous avez entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que je dis des conneries? Est-ce que ça vous a aidé ou que sais-je? Mais vraiment, envoyez-moi vos retours, quoi. Je veux vos retours. On va passer à la troisième question qui est comment arriver à se trouver belle quand on ne nous trouve pas belle? Donc encore une fois, on part sur le regard extérieur. Bah écoute ma belle, je vais être très cash, on s'en branle. Mais alors à un point, on s'en bat les steaks. Que les gens te trouvent belle, que les gens te trouvent moche, que les gens te trouvent conne, que les gens te trouvent petite, que les gens trouvent que tu pues, on s'en fout. Ce qui se passe dans la tête des gens, on s'en fout. Je veux dire, toi, il y a sûrement des gens que tu trouves moches, et bah la terre ne s'arrête pas de tourner pour ces personnes-là. De toute façon, il ne faut pas que vous attendiez d'avoir l'air, d'être apprécié physiquement par autrui pour vous apprécier physiquement vous-même. Parce que si vous ne vous aimez pas, si vous vous trouvez laide ou si vous n'êtes pas en paix avec votre corps, tous les compliments que vous allez recevoir, vous n'allez pas les accepter. Donc de toute façon, ça sert à rien d'attendre que les autres vous aident à prendre confiance en vous complimentant, ça ne marchera pas. Si au fond de toi, tu es persuadé d'être détestable, d'être laide, de ne valoir rien du tout, le monde entier peut te faire des compliments, le monde entier peut t'encenser et te dire que tu es magnifique, tu ne les croiras pas, et ça va même parfois te renforcer dans l'idée que les gens sont hypocrites, donc tu vas pas leur faire confiance, tu risques de leur en vouloir parce que tu penses qu'ils te mentent. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de se dire, ok, ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Alors encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut pas le prendre en compte. Il faut pas que ton amour de toi, ce que tu ressens pour toi, dépendent de ce que ressentent les autres pour toi. Il faut que ce soit deux choses différentes. Parce qu'à la limite, ok, le regard des autres, ça peut influer. Ce que les gens pensent de toi, ça peut avoir un impact sur ta vie. Je dis pas qu'il faut complètement s'en foutre, c'est faux. Je veux dire, moi, je suis bien contente que mon mec me fasse des compliments, il me trouve belle, tu vois. Donc je te dis pas qu'il faut fermer les oreilles et se fermer complètement à tout ce que les gens peuvent penser de toi. Mais il faut dissocier ce que les gens pensent de toi et ce que toi, tu penses de toi. Ce n'est pas la même chose, ça n'a aucun lien. Il faut vraiment se dire que le plus important, c'est ce que tu penses de toi. Ta valeur, elle est définie par toi uniquement. Et n'attends pas que les autres t'aiment pour apprendre à t'aimer parce que ça ne marchera pas. Il faut que ce soit toi qui décides de changer le regard que tu portes sur toi-même. Il faut que ce soit toi qui décides de changer la manière dont tu te parles. Il faut que ça vienne de toi et il faut que ça vienne pour toi. Ce que les autres pensent ne doit pas influer sur comment tu te ressens. Donc, comment arriver à se trouver belle quand on ne nous trouve pas belle? En fait, ça n'a aucun lien. Ça n'a pas de lien. Donc, comment arriver à se trouver belle? Ok, ça c'est une question. Comment faire quand les gens ne nous trouvent pas belle? Ok, ça c'est une question. Mais les deux ensemble, c'est pas une question.
Il faut dissocier les deux et juste, ok, tu te poses la question, comment arriver à se trouver belle? Et là, je pourrais t'apporter des réponses. Comment faire si les gens ne nous trouvent pas belles? Ok, potentiellement, je pourrais t'aider à trouver des réponses parce qu'encore une fois, on va reparler du regard des autres dans un autre podcast. Mais il faut que tu dissocies les deux et que tu arrêtes de croire que ta valeur dépend de ce que les autres pensent de toi. Parce que c'est complètement faux. Déjà parce que personne ne te voit, ne te connaît, ne te comprend et ne te ressent comme toi tu le fais. Donc jamais personne au monde ne pourra te connaître autant que toi tu te connais. Et si on ne te connaît pas autant que toi tu te connais, personne ne peut déterminer ta valeur. J'en fais des grandes phrases avec des mots compliqués. Quatrième et dernière question, du coup, comment ne plus se soucier du regard des autres? Et là, je vais te dire de patienter jusqu'au prochain épisode parce que je pense qu'on en parlera la prochaine fois. À savoir que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc. sur le regard des autres. Aujourd'hui, je vais juste te dire que le regard des autres n'existe pas. Tu vas peut-être me dire que je raconte des conneries, mais c'est pas grave. Je développerai dans le prochain épisode. Et n'hésite pas en tout cas, encore une fois, à me faire tes retours. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. N'hésite pas à le liker, me donner ton avis, me suivre sur les réseaux sociaux, @gabriel.miel, un peu partout. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que ça t'a plu et à bientôt pour un nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles. Même l'outro, j'ai pas suivi mon script et du coup je me répète. C'est du grand n'importe quoi. Bisous les gueux!